Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de backtester une stratégie ICT de manière plus rigoureuse, from scratch, donc de A à Z sur Python. Ça changera de tous les backtests bien billets du survivant, bien billets de confirmation qu'on peut voir fait à la main sur TradingView, et ça permettra de montrer une autre manière de faire qui permet de mieux se rendre compte si une stratégie est rentable ou non, même si c'est pas parfait bien sûr. Donc du coup, dans cette vidéo, le but ça va être de se focus sur comment détecter les figures chartistes en Python, parce que bon, c'est quand on regarde sur TradingView, c'est facile de regarder à vue d'œil comme ça où sont les pics et où sont les bottoms. Ici on a un pic, ici on a un bottom, ici on a un autre pic, ici on a un autre bottom, on peut le voir et intuitivement le noter, mais un algo, un ordinateur, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut définir rigoureusement qu'est-ce qu'on appelle un top et un bottom pour que l'algo le détecte. Donc on va voir tout ça. Si la vidéo te plaît, tu peux t'abonner, mettre un like et mettre la cloche de notification, ça m'aiderait beaucoup. Donc après pour le backtest, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment le faire de A à Z simplement avec une boucle. Donc le but c'est pas de montrer parfaitement comment faire un backtest sans biais, parfait, analyser les résultats de manière rigoureuse. C'est de juste montrer la partie de comment on détecte les tops et les bottoms avec un algo, etc. Rigoureusement, et comment on fait un backtest à la fin. Et on verra juste les courbes PNL pour se donner une idée de la rentabilité d'une stratégie ICT. Ce qui veut pas dire que toutes les stratégies ICT sont fausses, même si pour ma croyance l'est. Mais, enfin, ma croyance c'est qu'elles sont toutes biaisées et que ça n'a ni queue ni tête. Mais là, je démontre pas qu'elles sont toutes fausses, je démontrerai juste... rien en fait, je montrerai juste le backtest d'une stratégie, et puis après on pourra en tirer les conclusions qu'on veut, parce que genre on va pas faire de tests statistiques, tout ça, on verra juste les graphiques PNL, mais bon, on va voir que c'est pas terrible et que c'est très proche de rendre du hasard, donc si on paye des frais, on se doute bien que c'est ça, mais avec une constante négative en plus. Donc, c'est pas évident de trouver des stratégies ICT, parce que surtout rigoureusement définies. Souvent, les mecs arrivent sur leur graphe et nous disent alors oui, là il y a des breaker blocks, il y a des FVG, il y a tel ou tel concept à droite à gauche, mais on comprend pas où ils veulent en venir, on sait pas trop quand ils achètent là parce qu'il y a une structure, il y a eu des prises de liquidité, mais ça a ni queue ni tête. Et on sent que bon, quand les mecs nous donnent les stratégies, souvent c'est ouais, bon, va payer tes frais, va faire de l'order flow, comme ça moi je toucherai ma commission, mais c'est pas rigoureusement défini. Donc j'ai quand même réussi à trouver des stratégies rigoureusement définies, souvent assez simples, on sait pas faire un truc hyper compliqué. Donc la stratégie vient de la chaîne BananaFX, qui lui propose du coup de acheter, donc ça vous avez un breaker block, voici le concept, défini rigoureusement par une autre chaîne qui s'appelle HugoFX, donc breaker block bearish, baissier, high, low, high plus grand que tous les autres, et low plus faible que tous les autres, ensuite ça revient, et là ça baisse. Donc l'idée c'est ça, et nous en fait, ce que propose BananaFX, c'est pas de seulement attendre la confirmation ici, quand ça revient dans notre breaker block, mais en plus il faut qu'il y ait une FVG comblée ici. Donc en gros on va shorter que si le prix monte, comble une FVG en plus, et en plus revient dans ce qu'on appelle un breaker block. Ici, s'il est baissier, du coup ça veut dire que ça va dump, donc on short. Et exactement la même chose avec le haussier, si on a une FVG ici, bam, ça veut dire que ça va pump, donc on long. Donc je rappelle, ici il faut qu'on ait un breaker block défini pour le haussier ici, low, high, low plus low que tous, high, high, ensuite ça revient, ici il nous faut une FVG en plus, du fait que ça revienne dans notre breaker, et ensuite on long. Donc on longerait ici, on définit un stop loss, etc. Un stop loss, un take profit, comme le font habituellement les traders ICT, et après on enchaîne comme ça sur le backtest. Qui vient faire chuter le marché. Je sais donc deux choses. La première, c'est que le déséquilibre qu'il vient de créer va devoir se faire combler. Et la deuxième, c'est que le marché va revenir dans mon breaker pour finir de déclencher les ordres qui lui restent. Je vais donc attendre que le marché revienne dans mon breaker, puis dans mon FVG pour prendre position. Je place donc mon entrée au niveau des 50% de mon FVG, le marché me déclenche et rebondit comme prévu pour repartir à la baisse. Donc voilà, on va voir le code là, point par point, étape par étape. Première étape, importation des modules.
vous pouvez voir différents modules qu'on va importer. Là, en fait, c'est le notebook que je me suis servi pour créer la vidéo. Ça a demandé beaucoup d'itérations, c'est pas sûr qu'on se serve de tout, mais la quasi-totalité, là, normalement, on va s'en servir. Et les datas que l'on va importer en fichier CSV, GBP Aude, j'ai aussi EuroUSD, etc. qu'on pourra tester. Donc, où c'est que je les trouve? Ici, sur ce site, Forex Software, Download Historical Data, c'est gratuit, c'est simple, vous pourrez les télécharger et lancer le code. Vous allez sur MetaTrader, vous faites Load Data, ça cherche les données, et ensuite vous avez différents time frames, 1 minute, 5 minutes, M15, vous avez 100 000 données, 100 000 data points pour chaque CSV, ce qui est pas mal. C'est pour du gratuit, voilà, bon ça dépanne pour la vidéo. Puis comme ça tout le monde peut faire la même chose. Le but c'est que voilà, le code tout le monde puisse le réutiliser. Donc on lance, on lit les données, on nomme les colonnes, on définit l'index qui est donc les dates. Paf paf paf, on prend OHLC4. Qu'est-ce que OHLC4? C'est en gros on somme à chaque fois open, high, low, close et on divise par 4. Ça nous donne une bonne estimation du prix à chaque période. Voilà à quoi ressemble notre dataset. Donc un tableau, c'est un tableau comme une fiche Excel ou quoi, c'est un data frame. Open, high, low, close, les prix, le volume. Et OHLC4, on définit ici comme la somme divisée par 4 de Open, High, Low, Close. On passe à la détection des FVG. La détection des FVG. Comment ça se passe Donc, une FVG, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, quand ça se fait sur 3 bougies, quand on a 3 bougies d'affilée et que la dernière bougie de ces 3 a un lot, par exemple là, si c'est en hausse, a un lot plus grand que le dernier high de la première bougie, donc ici, il y en a une. La FVG, ici, bam, un high, un low, il y a un espace entre le low et le high, donc c'est une FVG. On peut en trouver, il y en a partout, il y en a vraiment énormément, surtout quand ça trend. Donc pour les détecter, une fenêtre de 3, on définit un tableau de la taille de nos data et avec 2 colonnes, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est savoir quelle est la dernière FVG à chaque instant, et l'écart entre... entre le low ici et le high, ou entre le high ici par exemple et le low ici. Voilà, donc de chaque SVG, le spread en fait de la FVG en gros, entre le low et le high. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on veut 2 colonnes. Une colonne pour le low, une colonne pour le high. Comme ça on aura le spread. Donc on définit last FVG up et down, donc en gros celle du bas et celle du haut, la valeur du bas, la valeur la plus faible et la valeur la plus haute à chaque fois, et on va itérer dans nos données. Donc si on a un open plus grand que notre close, eh bien on va regarder si notre premier low est plus grand que notre premier high. Dans ce cas-là, on a une FVG. Si notre premier low est plus grand que notre dernier high, dans ce cas-là, on a une FVG. Hop, on ajoute la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Pareil, sauf que maintenant, si notre premier open est plus faible que notre dernier close, ici c'est une hausse, donc du coup, on regarde si notre premier high est plus petit que notre dernier low, hop, FVG, donc ça serait, typiquement, ça serait ce cas-là, premier high plus petit que notre dernier low, FVG, voilà. Et donc là, on ajoute on assigne notre FVG, donc la valeur la plus haute, et la valeur la plus faible, le high et le low. Et le spread, du coup, entre les deux, à la fin, hop, la valeur dans notre tableau, on initialise, et comme ça, on a tout le temps la valeur la plus basse et la plus haute de notre dernière FVG. Et comme ça, ça nous donne un spread, je vous montrerai graphiquement ce que ça donnera. Donc c'est une manière différente de ce qu'on a l'habitude de faire, justement, pour que ça soit facile après de faire notre backtest avec notre algo. Il voit directement quelle est notre dernière FVG, qui est, on pourrait très bien utiliser les autres, mais bon, je pars du principe que la dernière, c'est plus simple à faire. C'est celle qui est la moins obsolète, on va dire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a nos FVG, parfait. Il nous reste nos breaker blocks. Donc, on voit qu'un breaker block, il faut qu'on définisse des highs et des lows. Comment définir des highs et des lows? Plusieurs algorithmes sont disponibles. Nous, on va utiliser la technique des voisins. Donc, comment on définit, comment ça se passe? Eh bien, un high, imaginons qu'on a un algo qui fonctionne sur 2 voisins. Typiquement, là, on en a un. Donc, on prend pas le close, on prend le
OHLC4, donc la moyenne entre le high, le low, l'open et le close en gros de chaque chandelier. Et on regarde, donc en gros, on regarde si par exemple ce chandelier serait un top. Pourquoi? Parce que si on a deux voisins, les deux avant et les deux après sont plus bas que ce chandelier-là. Donc ça, c'est un top. Si on prend moyenne OHLC 4. Hein. Ici, pareil. On voit que ce chandelier-là, hein, les deux après et les deux avant sont plus faibles. Donc c'est un top. Et pour le bottom, bah, c'est symétrique. Hein. Par exemple, celui-ci, c'en est un bottom. Pourquoi? Parce que les deux après et les deux avant sont plus élevés. Donc c'est un bottom. Donc voilà l'algo. Et la logique est la même. Si on met un nombre de voisins égal à 3, hein, on va regarder les 3 avant et les 3 après. Les 3 après et les 3 avant sont plus élevés. Donc ce chandelier-là est un bottom. Vous remarquerez qu'il y a un délai. Il faut attendre 3 chandeliers si on a un nombre de voisins de 3 pour valider un top et un bottom. Ce qui fait que plus on en met, plus ça sera précis, hein, sur nos tops et nos bottoms. Le problème, c'est que plus on met de voisins, bah, plus il va falloir attendre un nombre grand de chandeliers pour valider un top et un bottom. Voilà, donc c'est l'idée. Hein. On le voit souvent quand les traders ICT, etc., et les traders graphiques oublient, hein, ils font leurs analyses comme ça. En regardant, ah là, il y a eu telle figure chartiste et tout, en prenant leur top et leur bottom, sauf que dans la pratique, on ne sait pas. Hein, si je regarde ici qu'il y en était un, ici, je ne sais pas ce qui va se passer après. Hein, ça peut très bien être un top, mais ça peut très bien continuer, et du coup, ça serait rien. C'est parce que après on voit la suite qu'on voit qu'ici, il y a eu un pic. Mais il faut attendre confirmation d'un top et d'un bottom, donc ça prend du temps. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va regarder, donc on définit le nombre de voisins, on définit une fenêtre de taille, nombre de voisins x 2, parce qu'il faut regarder avant, après, plus 1. Pourquoi? Parce que c'est le mid, le chandelier au milieu. Voilà la taille de la fenêtre. Last top et last bottom, on va prendre la même logique que précédemment. Donc on définit deux variables qui au début auront le prix de OHLC4, des listes, hein, pour index top, index bottom, pour voir à quelle date il y a eu, en gros, à quel moment plutôt il y a eu le top et le bottom. Bon, du coup on le convertit pas en data frame, on l'oublie ça, mais c'est pas grave. Donc du coup, donc on itère, on commence i égale window et on finit à len data, le nombre de données qu'on a dans le data point. Voilà notre fenêtre, hein, notre row, notre price. Donc c'est la liste en gros de tous les OHLC4 dans notre row. Middle point, il est à moins voisin moins 1 en gros dans notre fenêtre. Voilà sa position. Et donc du coup on enlève ce middle point et on regarde si tous les points sont plus faibles ou plus élevés. Voilà. En gros, on regarde le chandelier qui nous intéresse, qui est au milieu de notre fenêtre. On l'enlève, on regarde toute la fenêtre. Et on regarde si tous les points sont plus faibles ou plus élevés. Hein. Si tous les points sont plus faibles que ce chandelier-là, c'est un top. S'ils sont tous plus élevés que ce chandelier-là, c'est un bottom. Donc voilà, un all, on regarde si tous les voisins, donc dans notre prix ici, où on a enlevé le middle point, donc sont plus petits que le middle point qu'on a enlevé, voilà. Dans ces cas-là, ça va être un top, et sinon ça va être un bottom. En gros, si genre tous les voisins sont maintenant plus grands, s'ils sont tous plus faibles que notre middle point est un top. S'ils sont tous plus élevés que notre middle point est un bottom. Donc on ajoute notre middle point, etc. Et on fait ça pour toutes nos données. Donc on voit, voilà, ça charge, ça itère sur toutes nos 10 000 données, enfin quasi. Et ensuite, voici ce petit script pour afficher nos tops et nos bottoms. Donc vous voyez hein, ce que c'est. Moi j'ai mis 20. Donc, mais vous pouvez tester hein, avec 2, 3, etc. C'est que 20, c'est assez précis. Mais bon, comme je vous ai dit, 20, ça demande 20 chandeliers après chaque clause, en fait, pour confirmer un top et un bottom. Donc, c'est long. Donc, vous voyez ici, il y a des espaces à cause des week-ends. Et vous voyez les tops. Ici, on a un top en vert. En rouge, vous avez les bottoms. Donc, vous voyez là, en rouge, vous avez les bottoms. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs tops en même temps. Il n'y a pas forcément
un bottom après un top. Après, on pourrait modifier ça en faisant forcément un bottom, un top, un bottom, un top. Mais j'ai décidé de pas le faire ici. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait faire si le précédent top, le précédent point est un top. Dans ces cas-là, on va forcément que chercher un bottom et vice versa. Ça éviterait en fait d'avoir des séries de bottom. Mais moi, j'ai préféré le laisser comme ça. Hein. Je vois pas pourquoi on devrait forcément avoir un top, un bottom, un top, un bottom. Bref, donc du coup, j'ai fait, voilà, vous voyez en vert les tops et en rouge les bottoms, détectés par notre algo. Donc c'est plutôt cohérent. On voit qu'on aurait envie de les, aussi à l'œil nu, là, de les tracer dans ces zones-là. Donc bon, je trouve ça assez intéressant. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser maintenant à nos order blocks. Beaucoup plus long le code et assez embêtant à expliquer. Mais en gros, hein, pour éviter de vous faire la longue explication de la boucle, bah on va juste faire exactement sur une fenêtre roulante de 1000, là j'ai mis une taille 1000, on va regarder sur les 1000 derniers points, voilà, arbitrairement, quels ont été en gros les derniers top et bottom, et si, donc nous on a besoin de 4 points, donc on regarde les 4 points, hein, ici, on regarde les 4 derniers points, les 4 derniers top et bottom. Si, bien sûr, là, il nous faut une série de bottom, top, bottom, top, top, bottom, top, bottom. Donc, on vérifie ça et on regarde après, on vérifie les conditions pour que ça soit un breaker ou un breaker bearish ou un breaker bullish. Et ensuite, forcément, on va avoir 4 colonnes. Hein, et ces colonnes-là vont être comme pour nos FVG. Le spread, là. Le niveau le plus bas de notre breaker et le niveau le plus haut de notre breaker, défini comme en gros l'espace entre notre premier low et notre premier high. Ici pareil pour le breaker bearish. C'est la logique, hein. À chaque fois on vérifie tout simplement si dans nos dernières données il y a un breaker ou il n'y en a pas. Voilà, et on fait ça avec une boucle. De toute façon j'ai mis... non, ça c'est le backtest. Normalement il y a toutes les petites annotations. Donc du coup une fois qu'on a ça, hop, on met... à nos data, on assigne nos FVG et nos breaker blocks. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Vous voyez que le dernier breaker block, donc c'est pareil, hein, on a une vision en rolling window. Donc à chaque fois on voit notre dernier breaker, notre dernier FVG. Donc vous voyez que notre dernier buy breaker connu, voilà la partie basse du bloc et la partie haute du bloc. Pareil. Partie basse pour le bearish et partie haute pour le bearish. Donc graphiquement, à quoi ça ressemble? Vous voyez ici, ouais, là c'est pas un bon exemple. Enfin, on pourrait le voir, mais il se superpose, ça c'est embêtant. Donc je vous laisse regarder. Vous voyez, on initialise en fait, on prend aléatoirement une partie dans nos données pour pas que ça fasse laguer quand on affiche. Pareil, hein. Ici, on prend nos bottoms, etc., nos tops. Donc, vous voyez, hein, ici, donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble graphiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce code, hein? On prend aléatoirement, de taille 2000, une plage dans nos données. On regarde les breaker blocks, tout ça, et on affiche les FVG breaker block, ici, avec Plotly. Donc, on voit ici en vert, breaker block bullish, breaker block bearish. Donc, ça veut pas dire que le breaker block est là, hein. C'est pas comme ce qu'on fait graphiquement, hein. Les gars, nous, ils analysent les graphiques tout le temps après, ils regardent, ils voient le futur, ils voient le passé, les mecs sont omniscients. Dans la pratique, c'est pas ce qui se passe, hein. Dans la pratique, c'est en continu, on a des nouvelles données qui arrivent, on analyse avec le passé, et donc on a de l'information qui arrive en continu, on voit pas le futur. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici, on voit ce que fait notre algo, en fait. Il regarde les tops et les bottoms, à partir de là, il a identifié donc le dernier top et il a vu que les 4 derniers top et bottom ici formaient un breaker block bearish. Mais il le reconnaît qu'à partir de là. Et c'est pour ça que nous, notre breaker, il est à partir de là et pas tracé ici. Parce qu'on le sait qu'à partir de là. Pareil pour nos FVG. Elles sont pas en jaune comme d'habitude, c'est le spread de la dernière FVG. Et on en a besoin de ce spread à chaque fois pour faire nos backtests. Et ça nous servirait à rien d'avoir nos petites bougies jaunes, etc. Parce que notre algo, lui, ce qu'il va identifier, c'est regarder juste la dernière FVG. Et donc ici, on voit le spread de la dernière FVG. Ici, la dernière FVG connue à partir de cette bougie-là, elle est là. Vous voyez, hein, il y a eu un gap ici, un high ici de la dernière bougie et un low. Il y a un espace entre les deux, FVG, et cet espace, il a cette taille. Ensuite, nouvelle FVG ici.
Donc maintenant c'est celle-ci notre dernière. Pareil, nouvelle FVG ici, c'est celle-ci notre dernière, etc. Et le but c'est de regarder à chaque fois nos dernières FVG, même si dans la théorie, oui, il faudra attendre, une FVG elle va tout le temps être refil, sauf que bon, il y a un moment, il y en a 50 000 des FVG, donc il faut pour partir du principe que si le truc min revert, forcément qu'il va repasser par un endroit, hein, il va repasser par la FVG, mais nous on va partir du principe que bon, au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours, c'est déprécié quoi. Après vous pourrez très bien le faire, hein, si vous voulez, vous ajoutez à chaque fois, il peut regarder plusieurs FVG, mais vous avez un data frame super grand. Donc déjà que la vidéo m'a pris du temps, j'ai pas réfléchi à comment faire pour regarder sur toutes les FVG passées, mais vous voyez que ça fait pas mal quoi. Donc bon, là on va partir du principe qu'on s'intéresse juste à la dernière FVG et son spread de la dernière FVG en continu là et en bleu. Donc je vous ai montré un exemple ici. Pourquoi ici on a ce spread là? Parce que la dernière FVG est ici, que le spread est entre ce low et ce high. Donc ici, on connaît, la dernière FVG est tout le temps là, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle FVG et que le nouveau spread soit comme ça. Voilà, en gros. Et pareil pour nos breakers. Pourquoi ici, on a un breaker bullish? Parce qu'on a un low, un high, un low plus bas que tous et un high plus bas que tous. Sauf que avant de le connaître, hein, donc on pourrait le tracer ici. Hein, ici, un beau breaker ici. Sauf que nous, on le sait qu'à partir de là. Parce qu'on sait qu'à partir de là que notre dernier top est ici. Il a eu la confirmation qu'à partir de ce moment-là. Donc on peut savoir que ça, là, cette figure, tac, 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 est un breaker qu'à partir de maintenant. Et donc maintenant, on va attendre, si on veut rentrer en position, on attend que notre breaker soit refil. Donc en gros, que le prix remonte dans notre breaker. Donc en gros, bah là, il est reparti de toute façon dans notre breaker, hein, on le voit. Il y a eu bottom, top, bottom, top. Hop, c'est revenu dans notre breaker, donc là, théoriquement, si notre prix est dans notre breaker et dans une FVG, donc ici, on partirait en longue. Et donc là, peut-être que si notre TP était ici, on aurait gagné. On aurait fait un TP. Bon, bref, dans la théorie, c'est ça. Donc voilà nos breakers et nos breaker blocs ici. Donc en bleu pour haussier. Hein. Donc le dernier breaker haussier, il est là, et le dernier breaker baissier, il est là. C'est juste que genre ça a changé... Et un breaker baissier, pardon. C'est juste que là, les couleurs ont changé. Bearish, bébé bearish. En vert, c'est baissier. Je vais pas vous embrouiller, mais en gros, voilà. Vous voyez, en vert, c'est le baissier. High, low. High, plus grand que tous les autres. Low, plus grand que tous les autres. Et ensuite, bam, ça part en haussier. Malheureusement. C'est pas... Ça a passé notre breaker ici, bam, mais ils s'en avaient rien à foutre. C'est après que ça a baissé. Bref. Dans tous les cas, notre but c'est pas de faire de l'astrologie, c'est de backtester ça rigoureusement. Donc on arrive à notre backtest à la fin, qui va reprendre la logique comme je vous ai dit. On va itérer à chaque data point, hein, dans notre data. Et donc bon, vous voyez que il y a un flag ici qui va nous donner, si on est en position, ça va être long, ça va être écrit long. Si c'est short, il va prendre short. Et si c'est pas en position, ça sera none. Donc si c'est pas en position, ce qu'il va chercher, c'est de savoir s'il doit rentrer en position. Voilà, donc entrée position longue et entrée position courte. Vous voyez le code là, mais traduit en français, c'est simple. C'est... Si notre prix, en gros, forme un breaker, pour savoir si on rentre en longue, c'est si notre prix forme un breaker haussier, que notre prix repart dans notre breaker, et en même temps dans une FVG, eh bien là on va acheter. On va long, TP, etc. TP, stop loss, etc. Et pour le baissier, c'est pareil. Donc si on a un breaker baissier, et que notre prix remonte dans notre breaker, ainsi que dans notre dernière FVG, eh bien, bam, on short. Voilà la logique. Une fois, donc, quand on est en short, à chaque fois, on enregistre l'index, donc le temps où on est rentré en position, ainsi que notre take profit, notre stop loss, et notre prix d'entrée, qui est défini comme l'euro au HLC4, à ce moment-là. Et... donc après, une fois qu'on est en position, bah on vérifie si notre stop loss et notre TP sont touchés. Si c'est le cas, bah on ajoute tout simplement notre prix de sortie, notre prix d'entrée, notre type de position, notre entry time, notre temps d'entrée et notre PNL, qui est pour le long là, la différence entre le prix
de sortie et le prix d'entrée. Hein, forcément, si le prix de sortie est plus élevé que le prix d'entrée, bah c'est positif, donc on a gagné. Et c'est l'inverse pour... Enfin, c'est l'opposé. Ouais, c'est l'inverse, c'est l'opposé pour short. Donc en gros, la logique ici, expliquée vulgairement. Et on va définir en fait... Là, ici, notre stop loss, il est mis à 0,05 de notre prix d'entrée. Donc, c'est-à-dire 0,5%. Voilà. C'est pas pour l'avoir en pourcent, il faut multiplier par 100. Donc, on pourrait mettre 0,2, mais on traderait beaucoup moins. Parce que les positions dureraient beaucoup plus longtemps. Plus on a un stop loss grand, forcément, bah plus notre position dure longtemps. Plus on a un TP grand, plus aussi notre position dure longtemps. Et vu que, ici, notre TP est proportionnel à notre stop loss, hein, on fixe notre TP proportionnellement à notre stop loss. Donc si on veut un RR de 2, on met RR de 2. Si on veut un RR de 3, on met RR de 3, etc. Donc là, je vais rester avec un RR de 1. C'est-à-dire qu'on va, si on perd 0,05. Et si on gagne 0,05. On lance ce backtest. Et à la fin, on va plot notre PNL. Donc on voit ici comment évoluer nos pertes et nos gains. Donc on voit qu'on gagne et on perd la même chose, hein, c'est normal, notre RR est de 1. Vous voyez quand il y a des séries ici de pertes et de gains, on voit que nos gains et nos pertes sont égales. C'est normal, hein, je vous ai dit. On a fait en sorte de mettre un RR de 1. Donc, perte égale au gain, voilà. Et on voit comment... Donc là, coup de bol, on est quasi BE. Au bout de 200 trades, donc bon, on paye pas de frais. Si on aurait payé des frais, on serait là, on aurait juste donné notre argent au broker. Donc la stratégie là, sur 100 000 data points et 200 trades, c'est très très bof. Bien sûr, je peux modifier, hein, je peux mettre un RR de... Je peux mettre un gros RR, mais on tradera beaucoup moins. Si je mets un RR de 5 par exemple... Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de trades. Mais forcément, les profits seront beaucoup plus réguliers, mais moins fréquents. Voilà ce qui se passe. Donc on voit que quand on fait des profits, bam, c'est un gros profit, hein, ça nous fait un gros gain. Et quand on a une perte... Donc vous voyez, hein, les pertes sont d'affilée. Donc vous voyez là... On passe de... Donc on voit qu'il n'y a eu qu'un trade. Hein. Donc là, on a juste une perte. Vous voyez l'envergure de la perte comparée à l'envergure du gain qui est 5 fois plus gros. Voilà. Donc vous voyez, hein, une perte ici, un gain ici. Vous voyez, le gain est 5 fois plus gros que la perte. Et vous voyez ce que ça donne, hein, bah, on se fait défoncer en fait. Pourquoi? Parce que les trades sont probablement random. Ce qui se fait qu'ici, comme sur ma vidéo que j'ai déjà faite où je vous montre... Le problème hein, des stop-loss, de la différence entre... en gros, comment on peut faire varier les résultats juste en faisant varier nos stop-loss et nos take-profit. Et comment on peut manipuler les résultats d'une stratégie. C'est exactement ce qu'on voit là. Hein. On n'a aucun edge, donc il n'y a pas de raison que ça marche. C'est pas en traçant des breaker blocks et en s'inventant une histoire que les choses vont fonctionner. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Et pourtant, il y a des gens qui passent 13 ans là-dedans. Hein. Il y a des gens, on voit des vidéos comme ça sur Internet. Ce n'est pas contre ces personnes. Je n'ai rien contre eux. C'est même très triste de passer 13 ans en trading pour encore galérer et suivre un gourou sur Internet qui t'explique que on peut devenir riche avec des breaker blocks. Donc vous voyez ici, j'ai mis un RR de 2. Donc normalement, on va le voir quand il y a des séries. Est-ce qu'il y a des séries de gains ? De perte, là, attends, là il doit y avoir une perte, un gain. Voilà, une perte, un gain. Vous voyez, là il y a eu un trade, le trade nous a fait perdre de l'argent, une perte d'un trade, et là il y a eu un gain juste après, 2 fois plus grand, voilà. Donc j'ai bien un RR de 2, ce qui m'empêche pas d'être break-even. Donc là, on a testé sur une paire un peu nulle, secondaire, GBP Aude. En plus, on paye plein de frais sur ce genre de paire, donc bon courage pour être rentable. Vous voyez que je vous mens pas, hein. Vous pouvez avoir les résultats directement là. Entrée time, exit time, le PNL du trade, hein, sachant qu'on achète une unité. Hein, on achète une unité pour pas s'embêter, vous avez juste à multiplier par le nombre d'unités que vous voulez acheter, bref. C'est aussi simple que ça. C'est pour simplifier, hein. La courbe du PNL, peu importe ce que vous tradez, si on n'inclut pas tout ce qui est market impact, tout ça, aura cette gueule-là, peu importe votre capital. C'est la gueule qu'on veut. Hein. Vous voyez le type de la position, etc. L'entrée, le prix d'entrée, le prix de sortie. Vous voyez qu'ici, on est rentré un peu moins que le prix
donc on a short, on est rentré un peu plus élevé que ce qu'on est sorti, donc on a gagné sur la baisse, on a fait un PNL positif, etc. Et si on regarde graphiquement à quoi ça ressemble, vous voyez que vous voyez nos breaker blocks et nos FVG. Donc ici, bam, qu'est-ce qui se passe? En vert, breaker block haussier. Entrée longue, pourquoi? Parce que notre prix, ici, s'est arrêté, donc est revenu dans notre breaker block haussier et dans notre FVG. Donc il faut acheter, voilà, logiquement. Parce que le prix ici est revenu, donc il faut racheter. Notre breaker block ici, c'est exactement les mêmes données que ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, sur les graphiques chandeliers. C'est juste qu'ici, graphiquement, c'était plus facile de tout afficher et ça fait moins laguer mon ordi. FVG, bam, on a refil, donc du coup, il faudrait longue, donc on a longue. Sauf que on s'est fait défoncer et on est sorti de la longue parce qu'on a touché notre stop loss juste là en fait. Et donc après c'était bien de sortir ici. Pourquoi? Parce que le prix est redescendu et on s'est fait défoncer. Donc on peut le revoir hein. Ici. Pourquoi on a longue? Tout simplement parce que on est dans un breaker block haussier mais aussi baissier. Mais du coup on est revenu, on était en haut, hein, breaker block haussier qui est plus récent. On est rentré, on a refilé les FVG, et donc du coup, on longue. Et on est sorti, malheureusement, en perte. Ici, on n'a pas touché notre take profit. Et on est sorti en perte. Alors vous pouvez me dire, oui, mais tu mets pas de trailing, ça change rien. Hein. Mettre des trading stop loss, si on n'a pas de hedge, ça change rien. Hein. Ça n'a aucun sens. Donc là, on rentre dans notre breaker block haussier, plus dans notre FVG, donc on longue. Mais on n'est pas touché, on n'a pas touché notre take profit, on avait raison, mais on n'est pas sorti, et donc du coup on a perdu. C'est malheureux, pour l'instant on perd. J'aimerais bien trouver un gain, normalement il y en a, hein. C'est juste une question de temps, au bout d'un moment. Perte, que des pertes. Donc là on paye des frais, hein. Donc on se fait défoncer hein, finalement. Ah, peut-être là, bam, donc du coup pareil. Breaker block bearish, FVG en même temps, donc on short, tac tac tac, on short, et bam, take profit juste là, on est sorti en position, on a fait du profit. À peu près en 2023, 11,30, donc on va vérifier, 2023, 11,30, c'est dans mes tails. Bam, 2023 11, 2023 12, c'était plus vers là, vu qu'il était un peu après la sortie, hein, la sortie de ce trade. Donc 2023 12 13, 2023 12 4, ça doit être celui-là. Et donc, vous voyez que juste après, on est re-rentré en short et on a refait en profit. Donc là, profit et reprofit. Voilà l'idée, hein. Donc vous voyez, donc le backtest c'est très simpliste, on a juste le PNL, on n'a aucune statistique, pas de Sharpe ratio, nanana, on n'a pas fait de stats, mais déjà que la vidéo est suffisamment longue et que le code m'a demandé suffisamment de temps, on va pas non plus passer trop de temps là-dessus. On va juste réessayer quand même pour le fun. Je vais vous montrer 2-3 résultats avec EURUSD, etc. Pour la fin de la vidéo, hein, en speed, mais du coup je pense qu'on peut s'arrêter là. Le code je vais le mettre sur GitHub, celui-là, pour que tout le monde y ait accès. Et j'espère, voilà, hein, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait réfléchir sur, voilà, c'est pas si simple de regarder les graphiques, de dire ah oui, là j'aurais acheté, là c'était parfait, là j'aurais gagné de l'argent, etc. Non, ça ne marche pas comme ça, hein, le trading. Ça peut marcher si t'as de la chance, hein, tu sais, il y a sans doute 100 000 mecs comme toi qui font du trading, donc comme à la roulette, hein, si t'en fais jouer 100 000, il y en aura forcément qui vont gagner. Là c'est un peu pareil, hein, vous voyez, hein. J'ai fait plein de vidéos sur les processus aléatoires, à quel point ça ressemble au processus des prix, etc. Les théories d'efficience des marchés, intéressez-vous à ça, hein. À la limite, ça veut pas dire que vous serez rentable en trading, mais au moins vous ferez pas arnaquer, hein, vous arrêterez de payer des challenges propres firmes 20 fois d'affilée, allez 2 fois si t'as de la chance pour au final faire des payouts et genre courir après un rêve qui n'existe pas, hein, c'est un mirage, donc voilà. En tout cas, genre faire du trading comme ça avec ICT, etc. et gagner, ça arrive à des personnes.
J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de traders ICT rentables, il y a des traders ICT rentables, mais c'est juste que c'est des traders ICT qui ont pas mal de chance et qui tradent peu pour réduire les frais et sur des assets suffisamment volatiles. Donc voilà l'idée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner, et la prochaine vidéo sera plus simple à préparer et donc arrivera beaucoup plus vite. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.